Nous pouvons nous rappeler que Donald Trump, dans la période précédente et juste après le sommet des BRICS qui s'est tenu à Rio, a utilisé ce type de rhétorique en faisant référence au dollar. Et si nous perdions le dollar comme monnaie de référence mondiale, ce serait comme perdre une guerre, une grande guerre mondiale. Nous ne serions plus le même pays. Il ne cesse de répéter cela encore et encore. Pourtant, les politiques mêmes que son administration met en œuvre se retournent de façon spectaculaire contre le dollar. Reuters a récemment rapporté que les pertes du dollar se sont maintenues face au yen japonais et à d'autres devises, même dans le cadre de cet accord commercial avec le Japon. Cela vient appuyer un article du New York Times qui analyse la situation à plus long terme. Le dollar a connu son pire début d'année 2025 depuis 1973. Et sur ce point, l'analyse est claire. La monnaie des États-Unis s'est affaiblie de plus de 10% au cours des 6 derniers mois par rapport à un panier de devises, c'est-à-dire par rapport à ses principaux partenaires commerciaux. Alors, Son, que se passe-t-il exactement avec le dollar américain? On parle beaucoup de dédollarisation, bien sûr, notamment parmi les pays des BRICS, mais il existe manifestement d'énormes problèmes internes qui vont bien au-delà des évolutions extérieures que nous observons à l'échelle mondiale. Je pense qu'il faut comprendre que Trump essaye de résoudre la quadrature du cercle. Il tente d'accomplir l'impossible. Il y a beaucoup de discussions sur le fait que Trump essaie de défendre la monnaie de réserve mondiale. Et il a tout à fait raison lorsqu'il dit que perdre le dollar comme monnaie de réserve mondiale serait comme perdre une guerre majeure. En fait, ce serait même pire que toutes les guerres réunies. Car ce qui sous-tend toute l'économie américaine, c'est la force, et j'ajouterais la stabilité, du dollar. Donc, toute l'économie américaine repose sur le fait que le monde prête beaucoup d'argent aux États-Unis pour développer ses industries, ou ce qu'il en reste, développer Wall Street, financer le complexe militaro-industriel et renforcer les États-Unis dans leur ensemble pour financer toutes les obligations, la sécurité sociale, Medicaid, Medicare et tout le reste. Mais si le monde se réveille soudainement et décide « Eh, nous n'allons plus financer les États-Unis », cela plonge toute l'économie américaine dans la tourmente. Maintenant, que veux-je dire par Trump qui essaye de faire entrer un rond dans un carré? Eh bien, en gros, il veut faire baisser le dollar américain. Il l'a dit à plusieurs reprises afin de rendre les exportations américaines plus compétitives. Et sur le papier, cela fonctionne tout à fait. Ça semble séduisant. Mais en réalité, c'est une illusion. D'abord parce que si vous faites baisser le dollar, en théorie, vous pourrez exporter plus de produits américains dans le monde. Mais le gros problème, c'est que Trump impose essentiellement des droits de douane sur toutes les importations nécessaires à la croissance de l'industrie manufacturière américaine. C'est insensé. C'est fou. Maintenant, il suffit de regarder l'acier, l'aluminium, le cuivre. Ce sont 3 des métaux de base les plus essentiels pour fabriquer quoi que ce soit. Des voitures, des semi-conducteurs, de la construction. Enfin, pas des meubles, je parle plutôt d'électronique et de ce genre de produits. Lorsque vous augmentez vos coûts de production de 20% ou 30%, soudainement, tous les prix vont grimper. Et ne parlons même pas du marché intérieur américain pour l'instant. Si soudainement tous vos prix augmentent de 20% à 30%, et qu'en plus le dollar chute de 8% à 10%, que va-t-il se passer? Soudainement, vos coûts d'approvisionnement augmentent de 40%, voire 50%. Pensez-vous vraiment que cela rende même envisageable, voire possible, que les États-Unis deviennent une économie basée sur l'exportation? Il y a peu de chances que cela arrive, car qui, dans le monde, voudrait acheter un produit américain simplement parce qu'il porte l'étiquette « Made in America » alors qu'il coûte 40 à 50% plus cher? La plupart des produits fabriqués aux États-Unis peuvent être obtenus ailleurs, notamment en Chine,
où ils disposent d'une chaîne d'approvisionnement très solide et d'un excellent écosystème industriel, ce qui leur permet de réduire les coûts de production. Ainsi, à mesure que le dollar continue de baisser, cela rend en réalité moins probable que les États-Unis exportent davantage vers le reste du monde, principalement parce qu'ils n'ont pas résolu le problème de la chaîne d'approvisionnement dès le départ. Avant de lancer cette guerre économique, cette guerre commerciale, il aurait peut-être été plus intelligent de passer, vous savez, 1 an ou même une décennie à parcourir le monde pour développer des mines, alimenter tout l'approvisionnement vers les États-Unis, puis de se lancer dans cette guerre. Mais ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont complètement inversé la situation. Nous en voyons donc aujourd'hui les conséquences. Et je pense qu'il leur sera très difficile de maintenir le statut de réserve du dollar à long terme, plus cette guerre tarifaire se prolonge. C'est encore pire parce que s'il l'avait fait, s'il avait relevé les tarifs de manière uniforme, ou s'il avait voulu les varier différemment et s'y tenir, cela aurait été une chose. Mais faire ce qu'il a fait, puis changer constamment, les retarder, les rendre temporaires, les modifier à la hausse ou à la baisse avec le Canada, avec le Mexique, etc., a créé une énorme incertitude. Et laissez-moi expliquer pourquoi c'est si crucial. Tous les chefs d'entreprise à qui j'ai parlé me disent, et d'ailleurs c'est bien connu dans la littérature, que l'incertitude est le pire ennemi d'un programme d'investissement. Le problème n'est pas de savoir si c'est rentable. Le vrai problème, c'est quelle est la probabilité que cela le soit. Et on ne peut généralement pas très bien la calculer. Mais quand la politique oscille, cela aggrave encore les choses. Permettez-moi de le dire en termes simples. Si vous êtes un homme ou une femme d'affaires et que vous envisagez de déplacer la production, disons, de Shanghai à Cincinnati, vous savez que cela prendra du temps, coûtera beaucoup d'argent, perturbera tout ce que vous faites et toutes les relations que vous avez. Si la différence de profit entre rester et partir est importante et que la probabilité que cela dure est également élevée et ne changera pas beaucoup, alors vous pourriez le faire. Mais ce n'est pas suffisamment important. Si vous êtes le vice-président qui prend la décision, puis que vous arrivez aux États-Unis pour installer votre entreprise, pour déplacer votre activité de Shanghai à Cincinnati, vous ne savez pas combien de temps M. Trump maintiendra les tarifs douaniers. Va-t-il les augmenter? Va-t-il les baisser? Cela arrivera-t-il sous son mandat? Cela arrivera-t-il sous son successeur? Déplacer une usine ou toute opération de ce genre prend plusieurs années et coûte énormément cher. Ils ne vont pas prendre ces décisions coûteuses, alors que M. Trump leur a non seulement montré, comme Sean vient de l'énumérer, toutes les raisons de ne pas le faire, mais il a aussi ajouté une couche d'incertitude, ce qui rend encore moins probable que vous assistiez à un changement significatif. Vous verrez peut-être des promesses d'investir un demi-milliard de dollars dans la prochaine décennie, mais cela peut se concrétiser comme cela peut ne pas se concrétiser. Et tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine connaissent cette histoire que trop bien. Permettez-moi d'ajouter un point à cette folie des tarifs, d'accord? Pour compléter les propos de Richard Wolff, je pense qu'il est très important de comprendre que les tarifs douaniers ont en réalité un impact bien plus important que la confiscation des avoirs russes. Parce que si vous êtes un allié du G7 ou un pays neutre, vous pouvez toujours fermer les yeux et dire « c'est que la Russie, ce n'est que l'Iran, des ennemis de l'État, des ennemis de Washington ». Mais les tarifs touchent absolument tous les pays, même l'île des Pingouins. Et c'est là le vrai problème avec les tarifs douaniers. Et quand on examine la formule révélée par Lutnick ou Trump, c'est absolument ridicule. À la base, il s'agit censément de droits de douane réciproques, n'est-ce pas?
Donc, en toute logique, il faudrait passer en revue la liste de chaque produit sur lequel les pays vous imposent des droits de douane. Mais lorsque nous avons découvert la formule, c'était juste une formule absurde appliquée au déficit commercial. Et les pays avec lesquels les États-Unis enregistrent en réalité un excédent commercial se retrouvent frappés d'un taux de base de 10%. Beaucoup de confiance a donc été perdue dans ce grand exercice tarifaire. Les fondements économiques. Ici, dans une vidéo récente, vous avez évoqué les différences entre les États-Unis et la Chine, par exemple, presque à la base économique, la façon dont ils abordent le commerce et le développement économique à l'heure actuelle. Car bien souvent, ce n'est pas de cela que parlent des personnes comme Scott Bessent. Et l'écart entre les conséquences des politiques et l'intention affichée est tellement large. Par exemple, en ce qui concerne les droits de douane. Alors, quels sont exactement les fondements actuels de la trajectoire économique des États-Unis alors qu'ils naviguent à travers ce que vous venez de décrire, ces contradictions géopolitiques? C'est assez amusant de repenser aux années 1960 et 1970, lorsque les États-Unis faisaient vraiment les choses correctement. Nous nous souvenons tous des grands projets comme le barrage Hoover. Les États-Unis construisaient également de nombreuses centrales électriques et de nombreuses routes pour améliorer leurs infrastructures. Mais aujourd'hui, on ne voit plus vraiment cela. À la place, on assiste à beaucoup de manigances à Wall Street, à de nombreuses guerres tarifaires et à des tentatives d'utiliser des produits financiers, imprimer de l'argent pour masquer les problèmes du système. C'est une solution à court terme. J'imagine qu'une partie de cela est due à la façon dont toute la machine de Washington est structurée. Tous les 4 ans, il y a une élection, et ça passe toujours du rouge au bleu, du bleu au rouge. Cependant, si l'on regarde ce que fait la Chine aujourd'hui, ils appliquent en réalité ce que les Américains mettaient en œuvre pendant l'âge d'or des 60 et 70. Un excellent exemple est le barrage hydroélectrique de 170 milliards de dollars en construction au Tibet. Il va générer plus d'électricité que l'ensemble du pays de la Pologne. Un seul barrage, plus d'énergie que toute la Pologne. Cela va renforcer la compétitivité de la Chine dans les secteurs industriels et manufacturiers. Cela va placer la Chine dans une position très avantageuse pour être hautement compétitive face aux États-Unis dans les industries du futur. Par exemple, parlons un peu de la guerre des puces et des semi-conducteurs. Nous savons tous que l'avenir, du moins en termes de productivité, va tourner autour de l'IA et des puces. Or, si l'on veut rivaliser avec les États-Unis, qui ont peut-être 3 à 5 ans d'avance dans toutes ces technologies, IA, puces, non, il faut énormément d'énergie pour attraper ce retard. Vous devez réduire vos coûts de production. Ce que nous voyons actuellement en Chine, c'est qu'ils se lancent dans de nombreux travaux publics. Non pas simplement pour favoriser une entreprise en particulier comme Boeing, ce que Trump essaye de faire, mais leurs travaux publics visent à bénéficier à l'économie dans son ensemble. Par exemple, lorsque ce barrage sera opérationnel, il réduira le coût de production d'énergie en Chine, le coût de l'électricité, le coût de la puissance, de sorte que diverses industries, des véhicules électriques jusqu'aux semi-conducteurs, pourront être plus compétitives face aux États-Unis. Ce que font les États-Unis, c'est essayer de masquer leurs problèmes, en rendant l'économie encore plus financiarisée, tandis que la Chine poursuit ce qu'elle fait depuis 10 à 20 ans pour exceller dans le monde réel et physique. Je voudrais prendre un autre exemple, celui des véhicules électriques. Il est désormais assez bien connu, même si ce n'est pas le cas ici aux États-Unis, que la meilleure et la moins chère des voitures et camions électriques sur le marché, du moins pour l'instant, est le modèle BYD venant de Chine. Il y avait un tarif douanier, je crois que M. Trump l'avait fixé à environ
27%, puis M. Biden l'a porté à 100%. Donc, actuellement, si vous voulez acheter un véhicule électrique BYD, vous devez payer, par exemple, 30 000 $ qui vont en Chine pour le véhicule, puis encore 30 000 $, une taxe douanière de 100 cents, qui vont à l'État américain. Donc, si vous voulez l'acheter ici, cela vous coûterait 60 000 $. Et dans la plupart des cas, vous n'allez pas le faire. Vous allez devoir vous contenter d'une voiture ou d'un camion électrique de qualité inférieure. Vous allez payer entre 45 000 et 55 000 $ à General Motors, Tesla, Ford ou Toyota, et au final, vous aurez dépensé plus que les 30 000 $ qu'il en coûte pour obtenir le véhicule depuis la Chine, tout en ayant un véhicule de moins bonne qualité. Gardez cela à l'esprit pendant que je vous explique ce que vous savez déjà. Toutes les entreprises américaines qui sont en concurrence dans l'économie mondiale et qui achètent comme un train des véhicules électriques, des voitures ou des camions électriques, tous ces concurrents à travers le monde auront un avantage sur les Américains à cause de la taxe douanière. Les Américains ne peuvent pas accéder aux camions BYD à 30 000 $. La taxe douanière les en empêche. Ils doivent payer 60 000 $ ou se passer du camion. Et cela signifie que leur concurrent, qu'il soit en Chine, en Europe, en Asie ou en Afrique, pourra surpasser l'Américain. Plus il y a de biens soumis à des droits de douane et qui se retrouvent dans cette situation, plus vous allez perdre des emplois ici. Lorsqu'il dit « je vais protéger les travailleurs d'ici en n'autorisant pas BYD à entrer », c'est vrai, il va protéger certains travailleurs, non, mais il le fera au détriment des emplois d'autres travailleurs, comme je viens de l'expliquer. Ce n'est pas sorcier, et cela signifie que le danger ici n'est pas seulement qu'il échoue, mais qu'il cause des dégâts qui prendront longtemps à réparer. Un journal allemand, l'International Political Studies Journal, a publié une réaction au sommet des BRICS qui n'a pas été beaucoup couverte par les médias occidentaux traditionnels. Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le sommet des BRICS montre que le groupe est plus important économiquement et plus présent politiquement que jamais auparavant. Et je voudrais simplement descendre à certains points particuliers. Citation ici. Une question sur laquelle tous les membres des BRICS et les pays partenaires sont largement d'accord est le développement de nouveaux moyens de paiement pour réduire la dépendance au dollar américain. En pratique, l'Inde paie déjà le pétrole russe dans des devises alternatives telles que la roupie, le yuan et le dirham arabe. Il y a 2 ans, le Brésil et la Chine ont annoncé la mise en place d'un mécanisme de compensation pour faciliter le commerce bilatéral et les prêts en yuan. Et la Russie et l'Éthiopie envisagent d'effectuer des échanges dans leur monnaie nationale. La stratégie des BRICS pour les 4 prochaines années, à travers la nouvelle banque de développement, la Banque des BRICS, vise à fournir environ 30% de son financement en monnaie locale. Sean, pour rebondir sur le point du professeur Wolf, et tu as mentionné également le barrage qui va être construit au Tibet. Il y a ceci. Le Wall Street Journal rapporte que la Chine a réduit sa dépendance au pétrole et a atténué un point de pression des États-Unis. Donc, il ne s'agit pas seulement du dollar. Il s'agit aussi, par exemple, du commerce du pétrole. Le gouvernement a stimulé la production nationale dans l'industrie des véhicules électriques au nom de la sécurité nationale. 14 millions de bornes, de stations de recharge. Sean, parle-nous de la façon dont la montée en puissance de la Chine et des BRICS est au cœur de cette tentative désespérée de l'administration Trump à travers les tarifs douaniers et la guerre commerciale. Je pense, comme vous l'avez souligné dans le premier article, que la dédollarisation est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. Cela ne fera qu'empirer, surtout si une guerre tarifaire se poursuit
et que d'autres pays dans le monde se sentent menacés, particulièrement alors que la Chine continue de croître et que les BRICS, dans leur ensemble, prennent de l'importance. À mon avis, une grande partie des dégâts a commencé en 2022 et 2023, lorsque l'Occident a décidé de sanctionner la Russie. Cela a forcé la Russie à vraiment s'allier avec la Chine. Et nous avons maintenant un système très complémentaire où la Chine obtient en réalité des matières premières bon marché et très abordables, tous des métaux au pétrole et au gaz, en passant par le GNL, et cela profite directement à l'économie chinoise. Dans certains cas, il bénéficie de réductions de 20 à 30% dans certaines situations. Cela permet donc à tout écosystème cesse pour des biens très bon marché et abordables. Et ces marchandises inondent le reste du monde. Et à cause de la guerre tarifaire de Trump, chaque pays essaie actuellement de réduire le coût de production, ou dans la plupart des cas, ils cherchent simplement à survivre. Ils veulent permettre à leurs citoyens de bénéficier d'un taux d'inflation plus bas. Et comme l'a dit le Dr. Wolf, les pays ont besoin de toutes ces machines très bon marché. De toutes ces voitures bon marché venant de Chine pour vraiment faire tourner leurs économies, assurer leurs moyens de subsistance et simplement rendre la vie plus vivable. Maintenant, à mesure que ce commerce continue, comme l'a souligné l'article, la Chine n'a pas l'intention d'utiliser le dollar américain comme moyen d'échange. Elle va pousser pour un règlement en monnaie locale. Et peu importe vraiment la devise utilisée, tant que ce n'est pas le dollar, n'est-ce pas? Cela pourrait être la roupie, le rouble ou bien sûr le RMB chinois. Mais tout cela est encore considéré comme de la dédollarisation. Par conséquent, lorsque la Chine accumule d'importants excédents commerciaux, on la voit investir dans les mines d'aluminium et de nickel en Indonésie, répartissant ainsi la richesse parmi les autres membres. Lorsque la Chine développe de nombreux panneaux solaires, et à l'avenir pour les semi-conducteurs, elle va inonder tout le bloc des BRICS avec toutes ces matières premières bon marché, et aussi des technologies à bas prix. Alors à mesure que les BRICS continuent de croître, et je pense qu'ils représenteront bientôt 30 à 40% du PIB mondial, peut-être dans seulement 3 à 5 ans, beaucoup de ces transactions, en ce qui concerne les devises, contourneront naturellement le dollar américain. Cela crée une boucle de rétroaction très dangereuse, où une grande partie de l'excédent, une grande partie de l'épargne de tous ces pays, parce que les États-Unis, leur statut commercial continuera de baisser chaque année, surtout en matière d'exportation et même d'importation. Plus d'argent quittera les actifs américains, que ce soit les actions ou les obligations, et ira se déverser dans d'autres réserves de valeur. Et je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour Trump.